Bonjour, on va finir avec la partie de l'anatomie régionale qui s'appelait le passage de l'abdomen et du pelvis aux membres inférieurs. Titre qui était vraiment un petit problème parce que, par exemple, quand je vois l'artère, donc ça vous me met des irrigations du passage de l'abdomen, bon, peut-être. Bon, on va le corriger ça plus tard. Donc, maintenant, on va voir la dernière partie, c'est le fascia profond et hiatus staphen. Et là-dedans, on va voir le fascia lata, le tractus iliotibial, le hiatus staphen. Et la toute dernière partie, c'est le trigone fémoral, dans lequel on va voir aussi la gaine fémorale. OK, bon, on allait pour le fascia profond et hiatus staphen. Alors, le fascia lata. La face externe du fascia profond du membre inférieur, on se rappelle que tous les membres sont recouverts par un fascia profond. C'est ce fascia profond, de ce fascia profond va partir les fameuses parois, ok, intermusculaires qui va séparer le membre en différentes loges. Bon, en fait, là, c'est le fascia profond de la partie externe, donc la partie superficielle du fascia profond du membre inférieur qui forme une membrane qui, comme un bas, couvre le membre et s'étend sous le fascia superficiel. Le fascia profond est particulièrement épais à la cuisse et à la région glutéale, et à ce moment-là, on l'appelle fascia lata. Donc, le schéma, ok, on voit bien que le schéma, c'est le fascia lata. Nous avons en A le membre inférieur droit et vue antérieure en A et vue de profil en B. Qu'est-ce qu'on constate? On a retiré la peau et on a le fascia profond. Et ce fascia profond, à partir de la cuisse, il est beaucoup plus épais. Ça fait le fascia lata. Il y a qui ça nous est en profil. Alors, le fascia lata est amarré en haut à l'os et aux parties molles le long d'une ligne d'insertion qui correspond au bord supérieur du membre inférieur. Donc, on va revoir la ligne. Est-ce que nous songeons la ligne qui séparait, c'est un schéma qui démontrait une ligne rouge qui séparait le membre inférieur du pelvis, du périnée et de la région abdominale. Donc, justement, ce fascia lata, sa limite supérieure, ce sera cette ligne-là. Ainsi, commençant en avant et entourant latéralement le membre, cette ligne d'insertion inclut le ligament inguinal, la iliaque, le sacrum, le coccyx, le ligament sacro-tubéral, la branche inférieure et le corps, la branche inférieure et le corps, et sa branche supérieure du pubis. Voilà. Donc, c'est, en fin de compte, la limite, ou bien la limite supérieure du membre inférieur. À sa partie inférieure, le fascia lata se continue avec le fascia profond de la jambe, mais qui ne sera pas aussi épais. Et nous avons dans le fascia lata, ok, dans le fascia profond et hiatus staphen, donc là on est au niveau du fascia profond, on va retrouver une autre entité qui est le tractus iliotibial. Il s'appelle tractus iliotibial et le fascia lata est épaissi latéralement. Donc c'est sûr, c'est pour cela qu'il y a la vue de profil. Il forme une bande longitudinale et au parallèle le tractus iliotibial qui descend du bord latéral du membre et au bord insertion du tubercule de la crête iliaque. Tubercule de la crête iliaque, si vous songez bien, crête iliaque, c'est un épaississement. Épaississement, ça, c'est le tubercule. Je te dit que épaississement, ça, servit, par exemple, si vous besoin de joindre greffon osseux, leur font intervention pour un os qui va pas. Donc, il part du tubercule de la crête iliaque jusqu'à son insertion osseuse
au-dessous de la ligne de l'interligne articulaire du genou. Donc, on voit bien cette partie-là qui part du tubercule de la crête iliaque, OK, jusque en bas, la ligne l'interligne du genou. C'est le tractus iliotibial. Le fascia lata dans sa partie haute, dans la région glutéale, se divise en avant pour envelopper le muscle tenseur du fascia lata et en arrière pour envelopper le muscle grand glutéal. Le muscle tenseur du fascia lata est partiellement inclus dans le fascia. Il s'insère à la partie supérieure et antérieure du tractus iliotibial. La plus grande partie du muscle grand glutéal s'insère à la partie postérieure du tractus iliotibial. Donc, là, nous allons de ça, songez que on va avoir une attache au niveau du tractus iliotibial. Et on les montre ici. Donc, nous avons le grand glutéal qui s'insère bien sur cette bandelette, sur ce tractus iliotibial. Et en avant, on va retrouver le tenseur du fascia lata. OK? Donc, si on dit il y aurait le tenseur du fascia lata, c'est qu'elle va le tirer, il va redire sous lui. Le tenseur du fascia lata et le muscle glutéal, ils travaillent ensemble, comme ils marrent sous même barre là, grâce à l'insertion sur le trapèze iliotibial. Ils vont donc maintenir la jambe en extension. Regardez bien. Ils maintiennent la jambe en extension une fois que les autres muscles ont assuré l'extension de la jambe au niveau du genou. Donc, ils n'ont pas fait extension de tout le membre inférieur, ils ont fait, ils ont quimbé extension. OK? Le tractus iliotibial et les deux muscles, qui sont le tenseur du fascia lata et le grand glutéal, associés stabilisent l'articulation de la hanche, empêchant le déplacement latéral du fémur proximal. Il assure la coaptation de la tête fémorale dans l'acétabulum. Autrement dit, ces deux muscles-là, avec le tractus iliotibial, qui pourrait empêcher que tête fémorale là déboîte. Donc, la kembel est centrée dans le côté là. Ensuite, le hiatus saphène. Le fascia lata est une ouverture à la partie haute de la cuisse, au-dessous de la moitié médiale du ligament inguinal appelé hiatus saphène. Pour qui ça? Parce que, donc, son ouverture, OK? Et cette ouverture permet à la grande veine saphène. Nous songez, le réseau du pied, veine du pied, de deux veines. La petite veine saphène qui peut passer au niveau du bord postérolatéral de la jambe et puis au niveau du genou, il peut réintégrer la veine fémorale, tandis que la grande veine, la grande veine saphène, ok, lui-même n'a toujours été sur le bord médial du membre inférieur, et puis ils vont leur faut rentrer quand même pour la joindre et la veine fémorale, et ça se fait par l'intermédiaire du hiatus de la saphène. Qu'est-ce qu'on montre? OK? Mais il y a hiatus de la saphène, il peut laisser décrire. Ouais, son bagage, ils vont bon libre, en tout cas, vous pouvez le décrire. OK? La limite, donc, elle permet à la grande veine saphène de traverser le fascia pour se jeter dans la veine fémorale. La limite du hiatus saphène est formée par le bord libre du fascia. C'est le bord falciforme qui descend du ligament inguinal et entoure le bord externe de la grande veine saphène pour s'attacher à la ligne pectinéale, autrement dit le pecten du pubis qui se trouve au niveau de l'os coxal. La grande veine saphène se termine en formant une crosse qui traverse le fascia criblé du hiatus. Donc, on va voir le schéma, mais là, nous allons voir la dissection, ça va pas être aussi facile. Donc, ici, on voit bien que vous avez, descendant du ligament inguinal, vous avez un bord libre,
il va contourner le bord externe de la veine saphène et revenir pour s'attacher au niveau du pecten du pubis. Deuxième partie, nous avons le trigone fémoral. Le trigone fémoral, c'est une dépression. Alors, le trigone, c'est un triangle, mais le triangle, il peut avoir une forme plus ou moins pyramidale. Donc, du moment que le triangle a un relief, on ne va plus appeler ça un triangle. Le relief n'est pas assez prononcé pour qu'on appelle ça une pyramidale, donc on lui donne une pyramide, donc on lui donne le nom de trigone fémoral. Donc, le trigone fémoral est une dépression formée par les muscles de la partie proximale de la cuisse à la jonction avec la paroi antérieure de l'abdomen et du membre inférieur. Et ici, on voit bien le trigone fémoral. Il a une base, OK? Il a une base, alors ici, il a un sommet, il a une limite médiale et une limite latérale. Et c'est ce qu'on va voir. On va voir, et puis naturellement un plancher. Donc c'est ce qu'on va voir là. La base du trigone fémoral est le ligament inguinal. Là, par un problème de tout le monde, on voit bien que la base, c'est le ligament inguinal. La limite médiale est le relief du muscle long adducteur appartenant au compartiment médial de la cuisse. Donc la limite médiale, on a le muscle long adducteur ici, et cette limite est donnée par ce muscle. OK? Mais dans certains livres, il y a dit que la limite médiale, c'est plutôt le bord latéral du muscle gracile. Donc ça, il y a une petite divergence au niveau des anatomies. OK? Dans le bord latéral et le bord médial du muscle sartorius dans le compartiment intérieur de la cuisse. Donc, on a le muscle sartorius, il a deux bords, un bord latéral et un bord médial. Donc, le bord médial du sartorius est la limite latérale du trigone fémoral. Maintenant, dans le fond, qu'est-ce qu'on a? Il est formé en dedans, donc médialement, par les muscles pectinés et long adducteurs du compartiment médial de la cuisse et latéralement par le muscle ilio-psoas venu de l'abdomen. Donc, ilio-psoas. En dedans, on va donc avoir celui qui fait la limite médiale du trigone, le muscle long adducteur, on le trouve ici, accompagné du muscle pectiné. Parce qu'en latéral, on va retrouver le psoas et l'iliaque. Ils forment le fond. Donc, quand on a vu les limites, euh, on va voir le contenu. Mais d'abord, le sommet du trigone. Et le sommet du trigone fémoral pointe vers le bas et est prolongé par le canal des adducteurs qui descend médialement à la cuisse pour rejoindre un hiatus à la partie la plus basse du plus grand muscle adducteur de la cuisse qu'on appelle le muscle grand adducteur, s'ouvrant dans la fosse poplitée à la face postérieure du genou. Le sommet ici se continue par le canal des adducteurs et grâce, il y a le hiatus des adducteurs. L'avantage pour ce hiatus, ça, c'est que tous les vaisseaux qui étaient ici, ils vont le passer en postérieur parce que dans un membre, les gros vaisseaux doivent être protégés. Donc, il ne faut pas qu'à mettre en dehors parce que n'importe qui court pas, tandis que là, le vaisseau est protégé. Il va passer en arrière. Quand il va rentrer dans la région poplitée. Maintenant, on a vu, tout ça, ce sont les limites du trigone. Maintenant, ici, nous avons le contenu du trigone. Donc, le nerf fémoral et l'artère fémorale. Certaines littératures vous disent le nerf fémoral, d'autres littératures vous disent les branches terminales du nerf fémoral. Personnellement, l'homme fait dissection, je n'ai jamais retrouvé réellement un nerf fémoral, mais surtout les branches terminales du nerf fémoral. Donc, le nerf fémoral et l'artère fémorale, accompagnés de la veine fémorale et des lymphatiques, passent de l'abdomen au membre inférieur sous le ligament inguinal, puis traversent le trigone fémoral. L'artère fémorale est contenue
avec la veine fémorale dans la gaine fémorale et descend dans le canal des adducteurs. Il traverse l'anneau du grand adducteur et sont en continuité avec les vaisseaux poplités derrière le genou. Il rejoint les rameaux terminaux du nerf sciatique qui descend à la face postérieure de la cuisse venant de la région glutéale. OK? Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a la veine, et on a la veine et l'artère. OK? Et qui sortent de l'abdomen et passent en dessous du ligament fémoral. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils changent de nom, qu'ils deviennent, que l'artère devient artère fémorale. Donc, en dehors, on va retrouver le nerf fémoral qui va s'empresser à se diviser dans ses branches terminales. OK? On voit bien la gaine fémorale qui entoure les vaisseaux. Ouais, les vaisseaux étaient bien clairs là, et bien là, ouais, on voit le solide. On retrouve les lymphatiques du canal des adducteurs. OK? Et voici donc le contenu. Voici donc le contenu. Et maintenant, la position, de dehors, en dedans, les principaux éléments du trigone fémoral sont, donc de dehors, en dedans, le nerf, l'artère et la veine. Et les vaisseaux lymphatiques. L'artère fémorale peut être palpée dans le trigone fémoral juste au-dessous du ligament inguinal, à mi-chemin entre les péniliaques antéro-supérieurs et la symphyse pubienne. Donc, vous avez le péniliaque antéro-supérieur et la symphyse pubienne, et à mi-chemin, on peut palper l'artère ici. Et on va finir avec la gaine fémorale, parce que tout élément ça, on peut libérer en dedans le trigone fémoral. La gaine fémorale. Dans le trigone fémoral, l'artère et la veine fémorale et les lymphatiques satellites sont entourés par une gaine de fascia en forme d'entonnoir. C'est la gaine fémorale. Cette gaine se poursuit en haut avec le fascia transversalis et le fascia iliaca de l'abdomen et se termine à son extrémité distale par du tissu conjonctif. Chacun des vaisseaux de la gaine fémorale comporte sa gaine propre. Ça me dit nous que chaque bagaille qui est dedans, il est entouré de sa propre gaine, il parle libère. OK, le compartiment médial le plus important, le canal fémoral, contient les lymphatiques et a une forme conique. L'ouverture de ce canal en haut est un point faible dans la partie inférieure de la paroi abdominale et est parfois le siège de hernie. Le nerf fémoral est latéral et n'est pas à l'intérieur de la gaine fémorale. Voilà. Donc, c'est fini pour cette fameuse partie qu'on appelait accès aux membres inférieurs. Et on continuera à la prochaine vidéo avec la région glutéale. Donc, au revoir et à bientôt.